le bulletin GP souhaite offrir ses condoléances à la famille et aux proches de la marmotte qui est malheureusement décédée en ayant été frappée par la Ferrari numéro 44 de Lewis Hamilton dimanche lors du Grand Prix du Canada 2025 au circuit Gilles Villeneuve. Bonjour tout le monde et bienvenue à une balado-diffusion du Bulletin GP. Mon nom est Abdoussal et je vous accueille à cette émission d'après-course du Grand Prix du Canada 2025. C'est la fin de la plus belle fin de semaine de l'année et nous allons revenir sur un Grand Prix qui... ne passera pas à l'histoire dans son ensemble, mais il y a quand même des points intéressants dont il faut parler. Avant d'introduire mon invité pour cette semaine, je vous donne tout de suite le classement du Grand Prix. Alors, George Russell devient un nouveau vainqueur au Grand Prix du Canada devant Max Verstappen et, pour la première fois en Formule 1, Andrea Kimi Antonelli. Oscar Piastri termine 4e, Charles Leclerc est 5e, Lewis Hamilton 6e, Fernando Alonso 7e, Nico Hülkenberg 8e, Esteban Ocon 9e et Carlos Sainz 10e. Et on a perdu Alex Albon, Liam Lawson et surtout Lando Norris, mais lui, il est classé comme ayant terminé 18e. Alors, pour revenir sur ce Grand Prix du Canada, j'ai avec moi Ana Maria Mercado-Lopez. Salut Ana Maria. Salut Abdou. Comment vas-tu? Ça va très bien. Je reprends ton air d'aller? Je me repose. Oui. Ouais, hein? Écoute, ouais, c'est sûr, c'est le blues post-Grand Prix qui est en train de frapper, surtout qu'on enregistre lundi soir, plus de 24 heures après le Grand Prix. Donc, voilà. On devait travailler le lundi. Pareil. Moi, j'ai pris congé pour justement me reposer et préparer cet épisode. Donc, on va parler justement de ce Grand Prix, mais on va commencer avant de parler du point qui a retenu l'attention de la victoire de George Russell, qui, ma foi, a été vraiment dominant durant tout le week-end. Enfin, presque tout le week-end. Oui, j'étais quand même surpris. Je ne m'attendais pas à avoir Mercedes si fort ici au Canada. Je m'attendais un peu plus de Ferrari quand même, mais ça n'a pas marché. Donc, Russell, il est quand même dominé. Il était rapide en pratique, il était rapide dans la qualification et il était rapide pendant la course. Donc, il est resté devant, il évite les problèmes, donc ça s'est soldé pour la victoire, qui est bien méritée. Oui, et d'autant plus, c'est une belle rédemption pour l'édition de l'année dernière qu'il a perdue alors qu'il était justement parti en pôle. Et aussi, c'est là où j'ai eu une petite déception. On avait Russell et Verstappen, surtout sur la première ligne, surtout après les flamèches du Grand Prix d'Espagne. Et surtout les propos de Russell après les qualifs avec Jacques Villeneuve, quand il disait moi j'ai moins de points de démérite que Max Verstappen. C'était une flèche à l'endroit du champion du monde en titre. Mais
finalement, le départ s'est bien passé pour Russell et il n'a jamais été inquiété par Verstappen. Oui, c'est ça. On était tous surpris. On s'attendait que ça allait pas tenir pour les premiers virages. Donc, finalement, ça s'est bien passé. Personne se touchait à l'avant et c'est ça. On n'a pas Verstappen y a gardé sa calme. Et Russell, il était assez bien, les deux pilotes. Donc, on était un peu déçus de ce côté-là parce qu'on s'attendait à les pire, mais quand même. Ouais, et d'autant plus aussi que durant il y a aussi le fait que Mercedes arrivait sur un circuit où la dégradation des pneus était importante, mais pas assez au final, parce que c'était une course à 2 arrêts. C'était un Grand Prix où on misait plus sur la stratégie plutôt que sur le rythme en soi. Donc, surtout sur un circuit, on sait que les Mercedes ont des difficultés lorsque la piste est très chaude. Il faisait 50 sur la piste du circuit Gilles Villeneuve, mais l'air ambiant était aux alentours de 21-22 degrés à peu près. Je sais pas si c'était un petit peu plus. Un peu plus. Un petit peu plus que vendredi et samedi, mais ce n'était pas assez pour vraiment mettre les Mercedes en danger au niveau de l'usure des pneus. Donc, ça aussi, ça a aidé Russell sur ce coup-là. Oui, ça aidait beaucoup et il faut comprendre qu'on était à côté de la rivière, donc oui, on sentait la chaleur parce qu'il était un peu plus chaud que vendredi samedi. Il était un petit peu plus chaud, mais on sentait les petits air fraîches qui venaient de temps en temps nous rafraîchir. Donc, je pense que ça fait de bien aussi à la voiture. Comme tu viens de dire, je m'attendais à que Mercedes dégradait un peu plus, mais non, ça s'est quand même bien passé. Et je pense que peut-être ça a aidé aussi que l'effet qu'il y avait des courses de soutien, un peu plus que les années avant, parce qu'il y en a eu quand même, il y en avait Porsche, mais il y avait la F1 Academy, donc où on a fait des pratiques, on fait des qualifs, et on fait quand même 3 courses avant la course de Formule 1. Je pense que ça aidait un peu à gommer les circuits. Il y en a pas eu de pluie pendant les fins de semaine. Oui. Pendant les 3 jours, il n'y en a pas eu de pluie. Donc, je pense que c'est ça qui a aidé aussi à que les pneus soient plus performants. Parce que d'habitude, au Canada, les dernières années, il y a eu la pluie qui s'invite. Des fois, il y a pas la pluie pendant les Grands Prix, mais il y a la pluie avant ou la pluie après la qualif. Donc, ça vient tout nettoyer. Mais cette fois-ci, on a passé une belle fin de semaine. Il faisait pas trop chaud, mais assez suffisant. Mais je pense que ça aidait un petit peu à tenir à garder les pneus plus en température, à les mettre plus en température pendant la course. Et aussi, il y a le tour de qualification qui était monstrueux de la part de Russell et ce qui l'a aidé justement à se positionner en pole et à une meilleure position pour remporter ce Grand Prix. Mais sa victoire a été confirmée officiellement 5h30 plus tard parce que Red Bull a déposé un protest contre George Russell par rapport à la voiture de sécurité en fin de course où Russell avait freiné sur la droite du casino. Verstappen l'a dépassé et Verstappen s'était plaint que Russell avait freiné délibérément et Russell avait dit que Verstappen l'avait dépassé sous la voiture de sécurité. Donc, Red Bull a déposé un protest contre Russell pour contester le tout et voir s'ils avaient des nouvelles matières pour faire en sorte de donner la victoire à Verstappen plutôt qu'à Russell. Donc,
les commissaires, parce que j'ai le document devant moi, donc les commissaires ont dit que le protêt était admissible et il y a eu le processus. Ensuite, ce que Red Bull a dit. Donc, Red Bull a dit, bon, justement, durant la voiture de sécurité, Russell a freiné de manière non nécessaire sur la droite du casino. Et ensuite, Verstappen a dépassé, blablabla. Donc, ensuite, il y a eu les plaintes habituelles à la radio de Verstappen. Là, il y a Red Bull qui a faire une télémétrie au commissaire pour justement les commissaires avec des télémétries des deux voitures, et on pourrait dire que Russell, la caméra embarquée de Russell disait qu'il regardait via les miroirs avant de freiner. Et il pense que Russell a fait de manière délibérée parce que Verstappen est sous le coup d'une suspension. Il aurait essayé de tout faire pour forcer Verstappen à commettre un geste illégal. Du côté de Russell et de Mercedes, ils ont dit que le freinage périodique c'est quelque chose de commun et qu'il fallait s'y attendre durant le déploiement de voitures de sécurité. Et lui-même, il était en train de rattraper la voiture de sécurité parce que je crois qu'il jugeait que la voiture de sécurité roulait de manière lente. Donc, à un moment donné, Russell a été obligé de freiner pour être en mesure de rester devant et de ne pas causer de contact entre lui et la dite voiture de sécurité. Et aussi, il pense que Verstappen aurait anticipé le coup. Donc, les commissaires ont tout simplement rejeté le protêt. Et c'est pour ça aussi que ça a pris 5h30. Et parce que c'est Derek Warwick, qui est un des commissaires de la FIA, n'était pas là parce qu'il a été suspendu, puis on en reparlera après. Ce qui fait que c'était Enrique Bernoldi, ancien pilote de Formule 1, qui l'a remplacé et il était à distance. Donc, avec toute la communication et les autres pénalités, les autres possibles infractions qui ont eu lieu, c'est pour ça que ça a pris du temps et Russell a été pénalisé. Donc, en gros, il y avait pas matière à pénalité, je trouve, Anna Maria. Mais je suis pas de même avis. Parce que pendant le fin de semaine de course, c'est un message qui s'était répété plusieurs fois pendant les messieurs qui faisaient les commentaires. On n'a pas le droit de freiner pendant la voiture de sécurité. La voiture de sécurité, ça c'est réglementé. Il garde quand même un rythme stable. Il freine pas pour surprise. Donc, Russell, il savait qu'est-ce qu'il faisait. Je pense que lui, dans sa tête, il sait qu'est-ce qu'il faisait. Il se verrait que c'était très facile. Et Max, il est à un point de la pénalité. Et c'est ce qui, quand on voit les images, parce que je ne me fie pas juste qu'est-ce qui s'était dit, mais quand on voit les images, on voit que oui, il a freiné pour surprise et que c'est là que Verstappen y a passé. Verstappen y a passé le message. La FIA, c'est ce qui me surprend le plus, c'est pas qu'il n'était pas pénalisé. Ce qui me surprend le plus, c'est que la FIA n'y a pas noté parce qu'il s'était dit. Et ce qui me surprend, c'est que des fois des pilotes comme Lance Stroll, Gasly dit, il m'a poussé dehors, même avant qu'on pouvait voir les replays, il était déjà pénalisé de 10 secondes. Okay, mais dans le cas de Russell, non, il n'a rien été noté. Donc, c'est pour ça que j'imagine que Red Bull a protesté. Parce que s'il le fait pendant la course, il dit, OK, c'est noté. Et après, il dit, non, il n'y a pas matière à pénalité. Mais oui, c'est correct. Mais c'est qu'il n'était même pas noté.
OK. Là-dessus, il y a quelque chose aussi que j'ai fait exprès pour le mettre, mais le représentant de la FIA qui était justement à la réunion pour la protestation et à côté de Rui Marquez, le directeur de course, il dit que l'accident a été observé par la direction de course et ils ont dit que le cas n'a jamais été reporté par les commissaires. Donc, eux, ils ont dit, il y a rien là. Donc, ce que Russell a fait, c'était quelque chose de normal. Et justement, l'histoire du freinage périodique, c'est quelque chose de typique et qui doit être prévu, attendu. Et aussi, ils disent que la direction de course accepte toujours un degré de tolérance avec le respect de la distance de 10 voitures qui doit être maximale de distance qui doit être reconnue. Et il y a aussi une raison, mais là-dessus, je pense que Russell était dans ses droits, et puis je ne pense même pas que c'était dans son intention de causer quoi que ce soit envers Verstappen, parce que de toute façon, Russell, c'est lui le meneur, et puis c'est lui qui doit essayer de trouver un moyen de ne pas être plus rapide que la voiture de sécurité et de ne pas être en mesure de faire un contact avec Verstappen ou d'être que Verstappen soit trop proche de lui. Donc là-dessus, c'est pour ça que je dis le protège. Il était inutile pour moi parce que j'ai rien vu d'anormal de la part de Russell. Et Verstappen a juste été surpris. Mais je pense pas qu'il y avait rien d'illégal de la part des deux, en fait. Je sais pas parce que moi, je suis de l'avis qu'on va parler du côté. C'est juste que des fois, on est biaisé. On sait que Max, il fait des coups, mais à chaque fois que c'est Max, on dit, ben non, mais il n'y a pas faute. Mais c'est que quand Max fait la faute, c'est comme évident. Mais quand c'est Russell, quand c'est Hamilton, et toujours, ah non, mais c'était correct, c'était à la limite, c'était pas exprès. Donc, les freinages derrière la voiture de sécurité, jamais toujours, je ne vais pas faire un débat non plus, mais il y a les cas de Schumacher qui a quand même fait que les réglementations soient si strictes. Quand Montoya il les rend dessus, parce qu'il fait les freinages, il fait, ah non, lui il disait, ah mais je chauffe mes pneus, mais il a fini pour les rentrer dessus, et là, Montoya qui n'était pas assez gentil, il a dit, ah ben là, mais j'ai pas vu, il a freiné en face de moi, mais j'ai rentré. Ben ça c'était c'est à Monaco. C'est Monaco 2004, mais là-dessus aussi c'était plus un accident plutôt que quelque chose d'illégal de la part de c'est la même c'est là que Montoya il a dit ah ben non mais non c'est pas ma faute. C'est sûr que si ici Max il rentre dessus, je pense pas qu'il s'est resté comme ça parce que déjà Russell oui, parce que déjà Russell il disait à la radio, ah ben lui il vient de me dépasser. Mais juste après que Max il dit, ah ben lui il a freiné, il m'a surpris. Donc Russell il dit, ah comment il fait l'accusation à Max de que lui il avait dépassé. Je dis, ben là, tu viens de freiner, tu attends quoi? Mais tu vois, mais justement, dans la conclusion des commissaires, il dit justement que ils ne sont pas satisfaits du fait que Russell ait dit que Verstappen est dépassé qui ait fait une conduite antisportive. Donc, c'était pas antisportif de la part de Verstappen, c'était juste une réaction normale. Donc, c'est pour ça que je dis, le protège autant était inutile parce que Verstappen ce qu'il a fait, c'était juste une réaction, tout comme c'était une réaction de la part de Russell. C'est juste un effet de concertina. Donc là-dessus, en gros, c'est plus, je sympathise plus pour les commissaires qui ont dû passer 5h30 pour prendre, la décision était rapide, mais c'est juste, ça a pris du temps pour refaire beaucoup de travail.
Mais je vais... que le commissaire, juste pour laisser mon dernier mot sur ça, c'est ce que je dis. Le fait que je laisse pas complètement innocent Rousseau, c'est que lui essayait de dire que même s'il venait de freiner, il essayait d'accuser Max de le dépasser. Et pour qu'est-ce qu'il est commissaire, mais je sais qu'ils ont pris du temps, pas juste parce qu'ils étudiaient les cas, c'est juste parce qu'il y avait beaucoup de choses avant et selon je comprends, il les prend dans premier arrivé, premier servi. Donc, le cas de Russell, c'était le dernier. Okay, donc, on va revenir sur Verstappen après, puis je vais revenir sur le cas de Lance Stroll aussi, parce que je suis complètement pas d'accord sur un des points, mais bon, on en reviendra un peu plus tard. On va parler d'Andrea Kimi Antonelli, parce que c'est finalement, il obtient son premier podium en Formule 1, et quel week-end il a connu. Il devient ainsi le 3e plus jeune pilote à obtenir un podium en Formule 1, après d'abord Max Verstappen, avec sa victoire au Grand Prix d'Espagne en 2016 et Lance Stroll au Grand Prix d'Azerbaïdjan en 2017. Kimi Antonelli, vraiment, non seulement il a réussi un très bon départ aux dépens d'Oscar Piastri, mais en fin de course, il a réussi à chauffer Verstappen. Oui, parce que, regarde, on a vu que Red Bull, oui, Verstappen a essayé de faire de son mieux, il a fait son bon temps, mais la Red Bull, il est en manque encore, il est en manque de vitesse. Donc, ça se voit parce que Antonelli essayait de le rattraper et à ce moment donné, ce qui a aidé un peu à Max, c'est que Antonelli lui-même, il se faisait rattraper pour les deux McLaren. Et c'est là que quand Antonelli se fait rattraper pour les McLaren, je pense que là, Verstappen a eu un peu de repli parce que si ça aurait continué comme ça, je pense que si les McLaren n'a pas eu d'incident, peut-être Antonelli aurait réussi à dépasser Max. Oui. Je pense que c'était un bon fin de semaine. Lui était, pendant la première pratique, on savait que c'est un circuit nouveau pour lui, mais après, il s'est bien adapté. Oui, et vraiment, je pense aussi, ça revient à ce qu'on disait avec la Mercedes aussi, c'était une voiture qui finalement était dans une position avec les pneus, une température ambiante et relativement moins chaude que d'habitude et une piste qui était juste chaude à leur moyen, donc ça a permis aux deux pilotes d'être dans une fenêtre de performance adéquate. Et Verstappen, Antonelli, ça a forcé surtout Verstappen à tenter une attaque sur Russell, à se rapprocher, mais surtout à se défendre face à Antonelli. Donc là-dessus, je pense que l'Italien a joué le coup, même s'il n'était pas proche il était proche en fin de course, mais on en reparlera après, mais il y avait les McLaren qui s'amenaient, donc il a fallu que lui aussi fasse le jeu de attaque-défense là-dessus. Donc, Oui, c'est ça. Et comme tu as bien dit, les McLaren, ils s'en venaient tout droit vers les deux. Et je pense qu'au moment que les McLaren ils commençaient à... Parce que on a auto qui a la vitesse, si peut-être pas juste Kimi se faisait dépasser, mais Max aussi. Ouais, et je pense que je sais que la réponse est évidente, mais est-ce que c'est hormis le fait qu'il a terminé sur le podium, on peut dire c'est le meilleur week-end global d'Antonelli cette saison jusqu'à présent. Oui, parce qu'on sait qu'Antonelli, il y a des talents, il y a la vitesse, mais c'est nouveau pour lui. Il est un pilote très, très, très jeune. Quand ils sont jeunes, ils font des erreurs, c'est des nouveaux circuits à chaque fois. Mais je pense que dans l'ensemble, c'est son meilleur week-end, son meilleur fin de semaine de course. Il avait un podium en plus bien mérité, donc... Oui.
Ouais. Et surtout aussi, après un programme triple très difficile où il n'a marqué aucun point, 2 abandons sur problème mécanique et un Grand Prix de Monaco à oublier qui a été d'abord causé par un accident en qualification. Donc, ça, c'est un beau moyen de rebondir. Oui, et comme j'écoutais les mots qui disaient, ici au Canada, ceux qui gagnent la course sont des futurs champions, des champions ou des très bons pilotes. Ouais, et je pense que si on compte tenu du fait qu'on a 6 pilotes qui ont remporté leur première victoire en Formule 1 à Montréal, ils sont devenus de très bons pilotes après ça. Donc, oui, on va noter Kimi dans la liste. Ouais. Espérons qu'il obtienne sa première victoire à Montréal, mais sinon, ce serait trop long. Bon. Ouais. Là, on va parler du moment qui a marqué ce Grand Prix du Canada. C'est ce contact entre les deux McLaren qui a fait abandonner Lando Norris. Donc, je pense que c'était au 66e tour à peu près où Norris entre en contact avec Piastri et ça a commencé d'abord avec un dive bomb à l'épingle où il tente de dépasser justement Piastri. Les deux ont le DRS, ça mène. C'est avantage Piastri à la chicane. Piastri à l'extérieur, disons l'avantage avant la petite courbe du virage, avant le virage 1. Et là, Norris vient tenter un dépassement par l'extérieur et tape l'arrière de la McLaren de Piastri et le mur. Et fin de course instantanée, 0 point pour Norris. Piastri, heureusement, n'a pas eu de dommages apparents. Ils ont changé le pneu au cas où la course reprenait très rapidement, ce qui n'était pas le cas. Mais c'était finalement, on s'y attendait, mais finalement, ça s'est produit. Finalement, ça s'est produit et il fallait qu'il le fasse ici. Je pense que c'était une erreur. Mais je pense que tout a commencé quand l'ingénieur de Norris, il le prépare. Il lui dit comme dépasser. Il dit, attends. Quand lui va perdre son DRS, là, tu peux attaquer. C'est là que j'ai dit, non, il n'y a pas de papa, il roule. On dirait qu'ils ont la liberté de se battre. Donc, ça va mal finir peut-être. Et c'est là où je dis, OK, ils vont courir et ça se peut qu'il y a un des deux qui va commettre l'erreur. Et ça, c'était Norris. Ouais. Et déçu pour lui, il aurait pu faire mieux. Mais c'est ça, il y a vu un trou où il n'y avait pas. Non, exact. Et d'ailleurs, il a reconnu son erreur. Donc ça c'est ce que j'aime de Lando, c'est qu'il est capable d'admettre ses torts et surtout aussi parce que je veux pas trop m'attarder sur cet accrochage. Premièrement parce que c'est quelque chose auquel on s'attendait. Oui, c'est un moment important dans la saison, mais et c'est peut-être un moment tournant du championnat, mais le plus important, c'est que ça ne crée pas de remous à l'interne, parce que Lando reconnaît son tort. Oscar, certes, il voit son avance augmenter avec l'abandon de Norris. Et oui, c'était un move qui était absolument pas nécessaire. Où avec recul, il aurait dû prendre l'intérieur au lieu de tenter un endroit où il ne faut pas aller. Et c'est quelque chose aussi que j'ai vu plusieurs gens reprocher et quelque chose que j'ai constaté aussi, c'est que Norris aime dépasser par l'extérieur et utiliser l'herbe. Par l'extérieur, c'est pas un endroit difficile et surtout contre qui il le fait, parce que je reviens à l'année dernière avec ce duel contre Verstappen en Autriche et qui s'est mal terminé. C'était par l'extérieur qu'il avait tenté. Au Japon, lorsqu'il a tenté de dépasser Verstappen à la sortie de la ligne des puits, c'était
avec deux roues sur l'herbe. Ça n'a pas fonctionné. Et c'est parce que c'est Max Verstappen, c'est quelqu'un qui te laissera pas passer facilement. Et là, à Montréal, c'était une copie parfaite de l'incident entre Jenson Button et Lewis Hamilton en 2011, moins la pluie. Donc, là-dessus, je pense que Norris va apprendre de ses erreurs. J'espère qu'il va le faire. Mais, et c'est là aussi où je veux en venir, et tu en as parlé, Anna Maria. Les deux chassaient Kimi Antonelli pour un podium. Je pense qu'ils auraient dû travailler en équipe. Oui, puis non. Parce que oui, il chassait Antonelli pour un podium. Peu importe comment il serait, c'est l'équipe qui gagnait parce que les deux pilotes, ils sont là. Il y a Norris, il y a Piastri. C'est vrai que Norris, il était plus rapide là. Oui. Il était plus rapide, mais il n'allait pas donner la ordre d'équipe de le laisser passer pour aller chercher le podium. On a vu, c'était clair. Donc, il courait pour le podium. Et en plus, c'est deux pilotes qui courent pour les championnats de pilotes. Oui. Ils ne vont pas travailler ensemble. À partir de maintenant, je ne verrai plus travailler ensemble. Ils vont chacun pour les championnats. Et ça, c'est correct. Parce que sinon, c'est quoi le but des pilotes? Ton but, c'est les championnats. Oui. Donc, si ils essayent de travailler ensemble, qu'est-ce qui se passe? Et Piastri, il fallait le laisser passer parce qu'il a cherché, s'il n'est pas capable de le dépasser. Après, il faut lui redonner la place. Donc, on va pas rentrer dans ça encore. Mais moi, tu vois, ce que j'aurais vu, c'est que Oscar laisse passer Norris. Lui, il dépasse Antonelli. Piastri va chercher Antonelli. Et là, c'est une bataille. Et là, ensuite, on vous laisse aller, mais ramener les deux voitures à la maison. Donc, parce que les deux étaient carrément sur une meilleure stratégie en fin de course. Et d'ailleurs, je dois dire, faire partir Norris en dur, c'était une bonne idée parce que il a été faire dur, médium dur. Ça a fonctionné, le dur étant le pneu de course parfaite. Piastri, malgré les deux McLaren étaient en difficulté durant le week-end, ça c'est clair depuis le début du week-end. Mais là-dessus, il y avait un podium à aller chercher. Peu importe qui allait terminer au 3e rang. Moi, je pense. Et puis pour Norris, je fais le calcul, ça aurait été 3 points plutôt que 2 à retrancher sur l'écart de Piastri. Donc. Mon problème, c'est que Piastri allait accepter de laisser passer. C'est ça. C'est des pilotes qui se battent pour les championnats. C'est pas bon pour l'afición non plus. Tu vas pas commencer encore, ils vont les laisser passer pour aller. Ça, c'est moins intéressant pour l'afición aussi. Mais justement. De commencer à faire les changes. Mais justement, je comprends qu'il y a le championnat des pilotes, il y a le championnat des constructeurs aussi, même si on s'entend, McLaren est longtemps en avance, mais pour aussi pour l'image de l'équipe aussi, mais les deux roulent pour la même équipe, donc. Et puis, je me souviens aussi, pour revenir dans le passé, Hamilton et Rosberg ont même dû faire des consignes d'équipe, surtout à Monaco en 2016, quand Rosberg était jamais dans le coup, il a laissé passer Hamilton, qui lui est allé chercher une victoire. Donc, ça peut arriver qu'il y ait des consignes d'équipe. Mais bon, là-dessus, je pense que McLaren devra de toute façon discuter à froid de tout ça. Comment on fait pour optimiser les résultats? Parce que c'était une 3e, 4e place qui les attendait, possiblement. Comment on gère aussi des contacts possibles entre les deux pilotes? Parce que on a vu, c'est arrivé. Maintenant, il ne faut plus que ça se reproduise. C'est là, ils ont cassé la glace. Et je pense qu'on n'a pas fini. C'est McLaren. Hein? McLaren a toujours laissé courir les pilotes, même si il voulait pas, mais ça revient à l'essence. Si tu parles avec quelqu'un qui suit McLaren depuis longtemps, il dit
c'est McLaren, c'est ça. Ben oui. C'est là où les consignes d'équipe, ils ne donnent pas de consignes d'équipe. C'est ça, par contre, c'est ça qui me déçoit beaucoup. C'est encore la FIA, les commissaires. Ah, ben, Parce que Norris, il s'est sauté. Ah, ok, je te laisse parler. Ben, oui, vas-y. Ben, en fait, ce que je voulais dire, c'est que, justement, c'était quelque chose que je voulais dire. La pénalité de 5 secondes. En fait, c'est plus une technicalité qu'autre chose. Parce que, et je pense qu'on pourra débattre rapidement là-dessus, c'est que Norris, techniquement, il a complété 90% du Grand Prix. Donc, il est classé. Même s'il a abandonné, il est classé. Donc, il finit 18e derrière Lance Stroll. Et il a obtenu une pénalité de 5 secondes. Parce que oui, il a causé la collision, mais il a obtenu 5 secondes. Donc, c'est plus symbolique. Et comme ça, il n'a pas à servir une pénalité. Parce que s'il avait abandonné, genre, au 60e ou 62e tour, entre ces tours-là, il aurait une pénalité de grille pour le Grand Prix d'Autriche. Donc, disons, il vient il s'est sauvé avec tout simplement une claque sur les doigts. C'est une sanction useless. Je pense que c'est une sanction useless. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses, Anna-Maria? Non, je pense que c'est comme donner une sanction de 5 secondes, il dit qu'ils vont l'enlever et qu'après, c'est fini, il n'y aurait pas donné sanction. C'est ce qui me décourage de la FIA. Parce que tu lui donnes une sanction de 5 secondes, il dit que c'est sa faute, mais lui a reconnu que c'est sa faute. Aucun point de pénalité dans la superlicence. Ça, c'est pas normal dans un cas comme ça. Aucun point de pénalité, même si le pilote, on pénalise l'action, pas les dégâts. Même si il n'y a pas eu de dégâts, de dommages, même si l'équipe, c'est deux pilotes de même équipe, je comprends qu'on peut dire, ah ben là, ils se sont arrangés pour pas qu'il y ait des pénalités, comme ça, et il n'y a qu'une équipe qui va contester parce que les pilotes sont de même équipe. Donc, ça, je trouve très, très... C'est quoi le message? C'est ce qui vient de dire la FIA, c'est fais-le encore, tu vas avoir 5 secondes, et c'est ce qu'il doit rentrer dans la tête de Norris, c'est la prochaine fois, assure-toi de que lui aussi il reste dehors. Oui, c'est ça. Encore, je reviens au document qui a été dit. Je prends l'extrait. Non seulement la voiture de Piastri n'a pas été endommagée au final, mais les commissions ont déterminé que la voiture numéro 4, celle de Norris, était à blâmer carrément pour la collision. C'est lui qui a causé la collision dans tout ça. Et parce que la collision n'a eu aucune incidence sur le résultat, donc Piastri a gardé sa 4e place et Norris a abandonné comme il se doit, ils ont imposé une pénalité de 5 secondes. Bon, là-dessus, ça ne change... En fait, techniquement, 5 ou 10 secondes dans le cas de Norris, ça ne change pas grand-chose dans le fait qu'il soit classé. C'est juste pour la symbolique. Là-dessus... C'est juste bizarre, c'est useless, mais je comprends la technicalité de dire que, écoute, on te donne une pénalité parce que tu as causé la collision. Techniquement, tu as causé la collision, Lando. Tu es responsable de ton propre malheur. Et même si tu es à blâmer, attends-toi à des conséquences. Il y a déjà eu celle de l'abandon. Le 5 secondes, c'est une pénalité bonbon au final parce que ça ne change rien au classement. Mais bon, ça, et encore une fois, ben ça revient avec les commissaires parce que ils ont fait beaucoup de travail et surtout Derek Warwick a été suspendu pour une connerie stupide d'aller dire à des site de parieurs, donner son opinion sur ce qui s'est passé en Espagne entre Verstappen et Russell, alors qu'il occupe le poste de commissaire de la FIA. C'est juste absolument imbécile de sa part. Il mérite la suspension. On a beau avoir chié sur la FIA et son président, mais là-dessus, on peut pas les blâmer. C'est vraiment la faute de Warwick et c'est aussi pourquoi Johnny Abbott n'est plus un commissaire à cause de conflits d'intérêts avec Sky Sports. Bref,
on va terminer là-dessus parce qu'il faut qu'on parle de Ferrari. Je vais laisser juste un dernier mot sur ça. C'est juste dire que c'est ce qui dit dans la réglementation, c'est que les pilotes sont pénalisés pour l'action, pas pour la conséquence qui reste après. Ouais. Donc, que la voiture de Norris soit endommagée ou pas, ou que la voiture de Piastri soit endommagée ou pas, il ne devrait pas avoir aucun impact sur la pénalité. Ce qui doit avoir un impact sur la pénalité, c'est l'erreur. C'est ce que les pilotes a fait, c'est ce que les pilotes a reconnu et qu'ils n'ont pas donné aucun point sur la superlicence. Là, ça c'est trop. Oui, bon, ça c'est matière à débat. Il devrait avoir 2 ou 3. Bon, ça c'est matière à débat, mais là-dessus, je ne sais pas. Non, mais parce que mais on va passer à Ferrari parce qu'on commence à manquer de temps là, parce qu'il faut qu'on parle de Ferrari puis il me reste encore plein d'autres sujets. Mais Ferrari, ça a été une course un peu à demi-teinte parce que en fait pas à demi-teinte, c'était une course difficile. Charles Leclerc s'est fait encore avoir par la stratégie. Qu'est-ce que Ferrari a fait là-dessus? Il courait bien. Je pense qu'il y avait une opportunité de faire une course à un arrêt, mais ils l'ont tout simplement décidé de le faire arrêter contre son gré. Non, mais parce que, tu vois, j'ai comme regardé à nouveau, regardé la radio de l'été, parce que je comprends plan C, plan B. Ils vont demander à Charles, on reste sur quoi? Et Charles dit, on va rester sur le plan C. L'équipe dit, OK. Mais après, Charles dit, mais c'est quoi? Pourquoi il n'était pas arrêté? Il dit, pourquoi vous ne m'avez pas arrêté? Et là, l'équipe dit, mais parce qu'on était sur le plan B. C'est là où je dis, ben non, mais Ferrari, pourquoi? Les pilotes, ils font, mais on est sur le plan C. Après, ils ne le font pas arrêter. Pourquoi il n'était pas arrêté? Pourquoi tu as arrêté assez tôt? Non, mais parce qu'on est sur le plan B. C'est quoi ça? Ouais. C'est encore, ils ont perdu, il y avait l'opportunité, ils devaient profiter au moins, il était rapide, mais non, tout est scrappé. Pour la stratégie, et c'est ça. Et la autre chose qui n'était pas bien, c'est les messages à Hamilton non plus, pour pas de l'équipe. Ouais, ben, pour revenir à Leclerc, parce que moi, j'ai trouvé ça vraiment... Moi, je pense que Leclerc avait encore du rythme avec ses pneus durs auxquels il a commencé. Il y avait une opportunité de faire une course en arrêt. Ce qu'on a vu avec... je sais pas, avec Carlos Sainz et Esteban Ocon qui ont fait 57 tours sur les durs. Ils ont réussi. Ça, c'était un problème de Ferrari parce que, au lieu d'écouter Charles Leclerc qui dit, écoute, il me reste du rythme, ils ont fait à leur tête. Et. Eh oui, c'est Ferrari. C'est Ferrari, c'est du Hans tout court. Et aussi, du côté de Hamilton, non seulement ils l'ont fait arrêter où il y avait du trafic, et ça avec des voitures dont on ne sait pas si ils allaient prolonger leur relais ou ils s'étaient déjà arrêtés, ben déjà ça a ruiné la course d'Hamilton, en plus d'avoir des dommages à la voiture parce qu'il a malheureusement tué une marmotte. Celle qu'on a vue à la télé à plusieurs reprises avant l'épingle, c'était une marmotte. Je suis désolé. Rest in peace, la marmotte. Donc... Oui. Et c'était ça aussi, je ne trouvais pas bien pour partir de l'équipe parce qu'il touchait quelque chose et il a perdu un peu le rythme et tout. Mais ils ont dit que c'est une marmotte. Ben non, mais c'est pas bien. Tu vas décourager Hamilton pendant la course. Ouais. Il fallait pas les dire tout ça. Ben, en gros, c'est pas un bon week-end pour Ferrari en Formule 1. Non. Parce que déjà, avec, ça a commencé avec des rumeurs d'éviction de Fred Vasseur. Ensuite,
Charles Leclerc qui s'est fait enferrouaper avec qui a raté son tour de qualification, apparemment dérangé par Isaac Hadjar, où il pouvait aller chercher possiblement un top 3, top 4. Puis Hamilton, bon, il était jamais dans le coup au final. Donc, c'est un week-end à oublier pour Ferrari en Formule 1, mais au Mans, au moins, ils ont gagné les 24 heures du Mans avec la 499P et surtout c'est ça a été et on va pas parler de l'F1 Academy, ça dit aussi c'est ouf, ouais, on en reparlera de la F1 Academy parce que là-dessus il y a eu un friendly fire entre deux pilotes de l'Académie en plus dans la course 2, donc ah oui. C'était pas le fun. Juste petit point pour terminer le volet Formule 1. Ben Nico Hülkenberg encore dans les points, donc finalement c'était pour moi c'est avec Kimi Antonelli pilote du jour parce que c'est pas un fluke. C'était pas un problème, c'était pas une circonstance. Il l'a fait 2 fois de suite même. C'est avec Ocon, quand même une 9e place. Ça s'est bien passé. Et Williams qui obtient un point. C'est une déception. Carlos Sainz qui est parti de loin. Alex Albon qui a été obligé de s'arrêter. En plus d'avoir fait une excursion hors piste assez violente au départ. Donc, au moins Haas a réussi à s'en sortir avec des points. Williams déçu après de très bonnes choses montrées en essai libre. Mais bon, c'est l'histoire de Williams en général. Et on va terminer avec Lance Stroll, pour qui c'est une course à oublier. N'a pas vraiment été dans le coup. A fait un accident en 2e séance d'essai libre. Éliminé en Q1. Et il se prend une pénalité de 10 secondes pour avoir poussé Pierre Gasly hors piste. Et là-dessus, je dois dire, je suis complètement d'accord avec non seulement la pénalité, mais aussi les 10 secondes, parce que Stroll n'a juste pas donné d'espace à Gasly dans sa défense. Et ça, normalement, vous devez laisser une voiture de largeur là-dessus. Donc, là-dessus, je suis complètement d'accord avec la pénalité. Le 10 secondes, c'est de base pour ce genre d'incident. Et là-dessus, ça, c'est entièrement à cause des pilotes, parce qu'ils ont demandé à donner des sanctions un peu plus sévères que des 5 secondes. Donc, là-dessus, les pilotes ont eu ce qu'ils voulaient. Ils voulaient des sanctions plus sévères. Ben, c'est à eux. Mais là-dessus, la pénalité à Stroll, elle est entièrement méritée. Anna, qu'est-ce que tu as pensé du week-end de Lance Stroll? Oui, le week-end, ben, c'était comme c'était pas son meilleur week-end. Au moins, il a fait les premières pratiques. Le 12e, il était quand même bien dans la première pratique. Il a pas fait trop d'erreurs. J'y pensais pour un moment que ça allait marcher, mais la 12e pratique, il a touché les mots et ça finit là. Ça finit là. Il dit, au moins, c'était moins pire que Leclerc, mais au moins que Leclerc, il a fini la course. Pour ce qui est la pénalité de Piastri, des pénalités bien méritées, quand j'ai parlé de Stroll versus Norris, c'est ce que j'ai dit, pourquoi on donne 10 secondes à Stroll, pourquoi pas à Norris, si c'est juste ça, c'est la façon que la FIA a dit, non, mais dans le cas de Norris, il n'y a pas de dommage, Piastri a pu continuer, tous les dommages étaient pour lui, dans le cas de Stroll, il fallait redonner la position, il n'y a eu pas de dommages, ils ne se sont pas touchés, donc c'est pour ça qu'on pénalise juste l'action, pas les dommages de l'action. Et c'est mon point pour laisser clair. C'est pas parce que je pense pas que je ne méritais pas la pénalité, c'est juste pourquoi Norris 5 secondes. C'est juste une formalité pour dire on l'a pénalisé parce qu'il lui a reconnu qu'il était coupable. C'est juste ça. Stroll, c'est ça. Il a fini quand même la course. C'est pas bien passé, mais au moins on voit que
qui est capable de conduire, même s'il venait de faire son intervention une semaine avant, une semaine et demie avant. Donc, mauvais fin de semaine, c'est pas son premier mauvais fin de semaine à Montréal. Je pense que le meilleur, c'était sa première course à Montréal quand il y a eu ses premiers points, mais après ça, c'était des gros accidents et fini dans le dernier. Donc, on s'attendait pas. Moi, je souhaite toujours la victoire, mais je ne m'attends pas non plus. Bof, c'est ça. Plus... C'est ce qui c'est. Donc, on ne va pas demander plus. T'as plus de chances de voir les Maple Leafs remporter la Coupe Stanley que de voir Lance Stroll remporter le Grand Prix du Canada. Je sais. Ah, mais c'est ça, ouais. Mais bon. C'est clair. Donc, c'est ce qui complète ce retour sur le Grand Prix du Canada volet Formule 1. Alors, le classement des pilotes, je vais vous le donner à l'instant. Oscar Piastri a maintenant une avance de 22 points sur Lando Norris. C'est 198 contre 176. Max Verstappen est toujours troisième avec 155 points. George Russell est quatrième avec 136 points. Charles Leclerc est cinquième avec 104. Lewis Hamilton, sixième avec 79 points. Kimi Antonelli, septième avec 63. Alex Albon est huitième avec 42 points. Esteban Ocon est 9e avec 22 points. Et Isaac Hadjar est 10e avec 21 points. Mais attention, Nicole Hülkenberg qui est 11e avec 20 points. Au classement des constructeurs, McLaren est toujours en tête avec 374 points. Mercedes vient de passer Ferrari au deuxième rang avec 199 points. Ferrari est troisième avec 183 points. Red Bull est quatrième avec 162 points. Williams est cinquième avec Carlos Sainz points, donc 55. Esteban Ocon est sixième avec... Haas avec Esteban Ocon et Oliver Baumann est sixième avec 28 points. À égalité avec Racing Bulls maintenant. Donc, Haas est maintenant au sixième rang devant Racing Bulls. Aston Martin est huitième avec 22 points grâce aux points marqués par Fernando Alonso. Et Sauber est neuvième avec 20 points. Alpine, dont on n'a pas parlé de toute façon, performance relativement anonyme, tout comme à l'image de la entre guillemets démission de Luca Di Meo à la présidence du groupe Renault est presque passé inaperçu. Donc 10e avec 11 points. Et c'est ce qui complète le volet Formule 1. Il faut qu'on parle, Anna Maria, de la F1 Academy parce que pour la première fois, le championnat 100% féminin s'amenait à Montréal. Et disons qu'on a eu droit à de l'action. Beaucoup d'actions, 3 courses, parce que la première était la reprise de la course 2 à Miami qui avait été annulée en raison de la pluie qui a touché durant la course et avant celle de Formule 1. Alors, Dorian Pain a remporté l'épreuve devant Ella Lloyd et Nina Gadman. Quatrième place, Liam Block, 5e Alba Larson, 6e Tina Hausman, 7e Chloé Chambers, 8e Aiva Ananiostadis, 9e Aurélien Nobles et Nicola Verda, la Canadienne, marque son premier point dans la série. Et tout ça, ça a profité surtout avec la pauvre Chloé Chambers qui était partie en pole de la course 1 et a été victime d'un contact avec sa coéquipière chez Campos, Alicia Palmowski, qui d'ailleurs a été pénalisée. Et cette course-là a été vraiment folle et ça a donné le ton, en fait, à l'ensemble du week-end de la F1 Academy. Oui, j'ai trouvé tellement bien. Il était surpris pour deux choses. Que les filles étaient à un circuit comme ici au Canada, mais il était surpris que j'étais pas trop brouillon pendant la pratique. J'ai vu la pratique, les qualifs, ça vient aller. On sait que pendant la course c'est autre chose, mais c'était pas des erreurs comme j'ai pas vu beaucoup d'erreurs dans la piste. Et ce qui m'a surpris, c'est que les autos j'avais jamais vu un F4
mais je pensais qu'il était plus grand et qu'il était plus, il y avait plus de vitesse. Ouais. Et j'étais surpris que les autos, c'est tellement, c'est un effet 4. Et je dis, voilà, mais parce que après ça, les filles, pour aller à la Formule 1, il faut faire beaucoup de chemin après. Beaucoup de chemin. Il reste beaucoup de chemin. Donc, mais c'était amusant. C'est la première fois à Montréal. On a beaucoup aimé les paddocks. Moi, personnellement, j'étais allée visiter les paddocks des filles. Ouais. C'était bien fait. On n'a pas, d'habitude ici, on n'a pas le droit d'aller au paddock de la Formule 1, mais au moins là, on avait la voiture, elle était proche, on pouvait la voir, on pouvait la toucher, même la toucher. Mais pour revenir à la course 1, justement, vraiment, ça a été un peu, signe du chaos qu'on a eu, parce que il y a eu l'accrochage entre Chambers et Palmowski. Il y a eu aussi l'accident de Matilda Pats, qui a été la pilote invitée sponsorisée par Gatorade, et qui avait bien fait, qui s'était qualifié 18e à cause de la qualification de Ava Dobson, qui était la pilote. En fait, parce qu'elle est nouvellement la pilote invitée, pardon. Mais elle s'était... Je pense qu'elle était dans la lutte pour les points jusqu'à son accident au mur des champions. Mais vraiment, j'ai été impressionné par ce qu'elle a démontré. La pauvre Emma Felbermayr, qui avait fini 3e, a été disqualifiée, mais elle a fait une belle course dans les circonstances. Et moi, ce qui m'a vraiment dérangé, c'est peut-être toi, t'étais pas loin de l'action, mais la sortie de piste de Rafaela Ferreira de Racing Bulls, c'était pas fameux. C'était vraiment, vraiment pas un excellent move. Non, il était pas un excellent move. Les filles étaient assez agressives. Oui, il y en avait beaucoup de l'action. Ouais. Donc, c'est ça. Il y avait des pénalités, il y avait beaucoup d'avertissements. Ouais. Et il y avait beaucoup d'énervement aussi. Oui, ben justement, je pense que Chloé Chung était énervée, surtout après le contact avec Rafaela Ferreira lorsque cette dernière est revenue vraiment agressivement sur la piste, au même endroit d'ailleurs que Albon l'a fait lors du Grand Prix de dimanche. Mais bon, ça a donné le ton. Oui, ça a donné le ton. Et après, comme que tu as suivi, la 12e course, j'ai pas trop vu, mais je faisais l'entrée au circuit, donc j'ai pas eu le temps de regarder la 12e. Mais c'est pas le début qui était intéressant, c'était la fin, parce que il y avait vraiment une bataille avec un tour à faire. Nina Gaidman, qui menait la course pendant une bonne partie de l'épreuve, s'est fait dépasser par Emma Felbermayr, qui est la représentante de Kick Sauber. Elle l'a dépassée dans le dernier tour. Et ensuite, à Ella Lloyd, qui d'ailleurs a fini encore 2e, qui l'a dépassé. Et ensuite, il y a eu une genre de petite suspicion pour savoir si Felbermayr avait gagné un avantage en coupant un petit peu la chicane, mais au final, les commissaires ont dit qu'elle n'a pas gagné tant d'avantages. Dorian Pay a fini 4e, et j'ai oublié de dire, parce que Chambers s'est retrouvé 7e dans la première course. Maya Veug a eu des problèmes tout le long du week-end avec son moteur, mais dans la course 2, Pay a fini 4e. Veug et Chambers ont terminé hors des points parce que la course 2, en fait, qui est la première course de Montréal avec la grille inversée, c'était le top 8 qui marquait. Donc, Veug et Chambers n'ont pas marqué de points, ce qui a fait en sorte que Pay a augmenté son avance au championnat. Mais la fin de cette course, allez voir les faits séants si vous ne l'avez pas vu sur la chaîne YouTube de la F1 Academy, c'était de toute beauté. Certes, il n'y a pas eu des dépassements propres,
Mais ça s'est bien passé dans les circonstances. Mais vraiment, c'était... Si on pouvait dire, moi, je me mettrais la course numéro 2 comme étant la plus belle des trois. Voilà. Oui, la numéro 2, comme je te dis, j'ai beaucoup manqué. J'ai pas eu le temps encore de regarder. J'ai embarqué plutôt dans la 3e. Ouf! La 3e était quelque chose. Oh mon Dieu, la 3e, c'était le chaos total. Parce que... d'abord, Chloe Chambers est partie en pole. Et ensuite, au départ, t'avais Alicia Palmowski qui partait deuxième, qui est entrée en contact avec Lloyd entre les virages 2 et 3. Heureusement, elle a pu continuer la course. D'ailleurs, elle a fini 7e durant cette épreuve, donc marquant 6 points, 6 points parce qu'elle a fini 7e. Mais encore une fois, je pense que Palmowski a été un petit peu trop, voire même beaucoup trop agressif durant ce week-end, surtout dans les courses 1 ou 3 où non seulement elle a ruiné la course de Chambers, mais elle a ruiné la sienne 2 fois plus tôt qu'une dans la course 1 et dans la course 3 aussi. Mais au moins pour Chambers, dont c'était l'anniversaire samedi et qu'elle espérait répéter l'exploit de Jean Alesi il y a 30 ans, justement en gagnant le jour de son anniversaire, elle l'a fait le lendemain. Elle a gagné la course numéro 3 devant Ella Lloyd qui a réussi à tripler de deuxième place et Dorian Pin qui termine sur le podium. Tina Hausman termine 4e. Chloe Chang 5e. Maya Vogue qui marque des points. Elle a fait une bonne course malgré les problèmes qu'elle a eu durant le week-end. Alicia Palmowski 7e. Alba Larsen, je vais m'arrêter sur Larsen. Outre la performance de Lloyd, Larsen, vraiment, je suis impressionné. C'est sa première année, non seulement dans la F1 Academy, mais en monoplace, parce qu'elle arrive directement du karting, elle a 16 ans. Mais vraiment, elle a réussi de très beaux dépassements au circuit Gilles Villeneuve. Puis je pense que tu en avais vu un qui avait lieu devant toi. Oui, on a vu, c'était la voiture, c'est la voiture Tommy. Oui, Tommy Hilfiger, ouais. Oui, c'est la voiture Tommy, parce que on était un peu perdu avec les noms, on disait la voiture Tommy. Ouais. La voiture Tommy. Non, c'est ça, la fille, il m'a impressionné. Je sais ça, il a fait des belles dépassements, il poussait à fond et il faisait presque pas beaucoup d'erreurs. Et je disais, il y a un gros potentiel là-dedans. C'était un bon week-end pour elle. Et comme tu l'as bien dit, c'est un recrue. Il vient direct de karting et il se débrouille déjà comme ça avec la voiture de l'F1 Academy, qui en fait c'est un F4. Mm-hmm. Donc, oui, c'était impressionnant. Oui. Et en plus, 5e dans les 2 premières courses, 8e dans la 3e. Et j'ai eu peur je pense que c'était dans la course 2 où elle est entrée légèrement, elle est entrée en contact avec la roue de Dorian Pin. J'ai eu peur qu'elle reçoive une pénalité ruinant sa course, mais elle s'en est bien tirée au final. Et justement, pour revenir à Chloe Chambers, finalement, elle a finalement eu sa première victoire de la saison. C'est sa 2e en F1 Academy. Elle avait gagné l'année dernière, je pense, à Barcelone, alors qu'elle représentait Haas. Maintenant, elle représente Red Bull Ford. Pour Chambers, elle était partie 2 fois en pole, mais elle n'a jamais gagné. En fait, elle avait franchi la ligne d'arrivée en premier à Jeddah dans la course 2, mais elle fut pénalisée. Et là, cette fois-ci, elle a mené la course sans problème, a été capable de la garder et évidemment de se garder en avant. De se garder en avant et avec la voiture de sécurité aussi, ça lui a permis de respirer un peu et de gagner quand même 9 points
de retrancher le retard qu'elle a sur Dorian Payne de 9 points. Donc, c'est 109 à 89 en faveur de Payne contre Chambers au championnat des pilotes. Et pour Nicole Averda, course 1 où au moins elle avec les pénalités et la disqualification de Felbermayr, elle marque son premier point dans la série. Et dans la troisième course, elle finit 11e et je suis surpris que Felbermayr n'ait pas été pénalisée pour le contact avec Courtney Crone, justement la sortie du pont, parce que Leah Block a vraiment yeeté Rafaela Ferreira à ce même endroit, mais Felbermayr, j'ai été surpris que elle n'ait pas été pénalisée, à moins qu'on ait dit que Crone avait changé de trajectoire durant le freinage et ça a créé une chaîne à réaction. Il a fait comme 2 fois la même chose. Il a rentré dans les... Je pense que c'était une erreur de freinage parce qu'il s'était passé 2 fois pareil, le même incident. Il y avait dans la même place, on dirait qu'il avançait son freinage et ceux qui viennent derrière, il était surpris. Ouais, mais moi je pense là-dessus, Block a été pénalisé. Ouais. Avec raison, je pense que là-dessus, c'était complètement de sa faute. Elle a carrément mal jugé son freinage en tapant l'arrière de Ferreira, la pilote représentante de Racing Bulls. Mais là-dessus, pour Felbermayr, moi, j'ai pensé que c'était littéralement la même chose, mais bon, les résultats sont entérinés et ce qui fait en sorte que, Averda finit à la portée des points. Oui. Par contre... oui, vas-y. Non, mais avant, Nicole, il a fini à la porte des points dans la dernière course, mais la 12e course, il s'était quand même soldé pour une grosse erreur. Il allait tout droit dans l'épingle, je crois. Ah oui. C'était l'abandon. Il l'a fait 2 fois en plus. Il l'a fait la première fois, il s'est sauvé, et la deuxième fois, il a passé. Il a abandonné. Mais son auto, il était en arrière, mais il était comme 4 secondes loin de tout le monde. Ouais. Dans la dernière course, il a juste resté là parce qu'il était derrière, complètement derrière. Il y avait rien qui s'est passé. Donc, il avait juste évité qu'est-ce qui s'est passé en avant et finalement, je dis, un peu pour inertia, il est resté là. En même temps, à part justement la course 2 où c'était carrément sa faute, le contact, elle a été pénalisée pour ça, mais bon, ça ne change pas grand-chose, elle a abandonné. Oui, t'as beau être en arrière, mais si t'es capable de te tenir loin des problèmes, de garder ta voiture en piste, de ne pas commettre d'erreurs et que en avant c'est le chaos total, à la fin, ça peut te rapporter gros. Et là-dessus, pour Averda, elle a fini à la 10e place parce qu'il y a eu des pénalités et une disqualification. Donc, ça lui a permis justement de marquer son premier point. Et dans la course 2, ça a été la même chose, sauf que elle était à la porte des points. Donc, là-dessus, certes, c'était pas... je pense qu'elle n'était pas dans le coup pour des batailles pour aller chercher les points par elle-même, mais au moins, elle peut dire qu'elle a marqué un point à Montréal. C'est ses premiers points. Et ça, on ne peut pas lui enlever ça. Non, oui, c'est bien sûr. Il y a eu son point. Mais là, dès ce que j'ai vu dans la piste, je ne sais pas si c'est que... les voitures, en théorie, sont pareilles, mais il y en a qui ont moins performance que d'autres. Ouais. Mais pas juste les pilotes, les voitures comme telles. Et je pense que Nicole, il y a une voiture qui... Il restait trop derrière. Je dis, mais ça se peut pas. Ce sont les mêmes voitures, mais ça tout dépend du réglage. Oui, des réglages. Oui, c'est comme la Indica, il y a peut-être la même voiture, mais il y en a qui roulent en avant, il y en a qui non. Exact. Et pour compléter le tout, avant de donner le classement,
on est sûr et certain qu'on va revoir la F1 Academy à Montréal parce que l'épreuve, la F1 Academy et le Grand Prix du Canada se sont entendus pour être la série du soutien à Montréal jusqu'en 2028 inclusivement. Et ça, c'est une excellente nouvelle parce que moi, déjà, le Canada, en matière de sport féminin, c'est excellent. Déjà, avec maintenant 4 équipes de la LPHF au hockey, avec l'ajout de Vancouver à partir de la prochaine saison, ça va très bien. Le Canada qui fait très bien au volet du hockey féminin, évidemment. Au soccer, avec la création de la Super League du Nord, la première ligue, la première division féminin. Enfin, ça va bien. Puis Montréal a autant une équipe, la Victoire et les Roses ici. Il y a des pourparlers d'avoir le championnat du monde de hockey féminin à Montréal dans les prochaines années. Et maintenant, ajouter la F1 Academy. Là, il y a vraiment et en plus, il y a quelques jours de cela, le Canada a accueilli un match amical contre l'Haïti au soccer, même si c'était plus un match à domicile, entre guillemets, pour l'Haïti. Mais le point est, Montréal est capable d'accueillir des événements 100% féminins et il y a de l'intérêt. Surtout, qu'il y a 10 ans de cela, elle a accueilli la Coupe du monde féminin au soccer et ça a été un succès. Alors, je crois que Montréal peut se permettre d'être une plaque tournante pour la F1 Academy. On a eu de très bonnes courses, même s'il y en a qui disent que c'était le bordel, puis je les comprends, c'était pas très propre. Mais en termes d'entertainment, il y en a eu. Oui, il y en a eu de très belles courses. Et c'est ce qui va me rester, c'est que je sais pas comment c'est quand la F1 Academy il fait dans les autres circuits, mais c'est vrai qu'ici, le public, on montait juste pour voir la course. Mm-hmm. Après, on descendait. Il y avait beaucoup de public et ça a été remarqué aussi pour la directrice de F1 Academy, Susie Wong, mais aussi pour la directrice, qui disait on était gâtés. Il y avait beaucoup de public et on était là et on criait. Et là, dans ma tribune, on avait beaucoup. Ah oui, est-ce qu'il y a eu il y a eu des gros applaudissements lorsqu'elles sont sorties en piste pour la première fois lors des essais? Ah, mais oui, on criait comme si c'était, on criait comme si c'était la Formule 1, on était là. Tu vois, ça a été la même chose aussi, surtout vendredi quand j'étais dans les S de Sénat, il y a eu des applaudissements. Donc, c'est une série qui attire du monde et surtout avec un public où les femmes regardent de plus en plus la course automobile, la Formule 1. On donne l'opportunité aussi aux femmes d'être dans des compétitions automobiles. En plus, la championne de la série aura un siège payé, soit en Formule 3 régionale ou dans une autre série, mais on donne de plus en plus d'opportunités aux femmes de prouver qu'elles ont la place pour bien faire dans de plus grosses séries et un jour peut-être accéder à la Formule 1. Alors là-dessus, je lève mon chapeau à la F1 Academy et à Susie Wolf et aussi à l'organisation du Grand Prix du Canada parce que vraiment, côté sport féminin, Montréal est en train de devenir une plaque tournante en Amérique du Nord. L'organisation du Grand Prix du Canada a vraiment bien fait Oui, il a bien fait. C'est bien. On a beaucoup aimé. Peut-être on a perdu les challenges Ferrari, mais c'est ça. Il y a 50 000 podiums, donc on ne sait pas vraiment ce qui se passe quand on voit les challenges Ferrari, mais au moins là, on voit la course, on voit la fille. Et c'est que je voulais faire le point, le fait qu'il y a là. En plus, on dit Netflix, mais c'est ça. Netflix y a-t-il parce que vendredi, ma fille ne pouvait pas y aller parce qu'il y avait un examen. Donc, on invitait quelqu'un. Ce qui a invité dit, je viens de voir
les deux premiers chapitres de la série de F1 Academy pour me mettre un peu à jour parce que je veux la voir pour voir. Ah oui, j'ai écouté quelques épisodes, c'est vraiment bon. Je vous le conseille, c'est sur Netflix. C'est F1 The Academy, je crois en anglais. En français, je me souviens plus du titre, mais c'est F1 The Academy si vous voulez le voir sur Netflix. C'est vraiment bon, c'est vraiment comme Drive to Survive, mais beaucoup plus humain et moins fixé sur des fausses rivalités. Non, c'est ça. Ça permet au moins d'apprendre ce que la voiture, les filles, les dons, au moins se mettre un peu dans les champions. Oui, c'est ça. Exact. Donc, je vais compléter avec le classement après les 3 manches à Montréal. Donc, Dorian Pain est maintenant en tête du championnat avec 109 points. Chloé Chambers est deuxième avec 89 points. Maya Veug, malheureusement, chute au 3e rang avec 72 points. Ella Lloyd, maintenant, est quatrième avec 67 points avec son triplé de 2e place. Alisha Parmansky est 5e avec 53 points. Alba Larson est 6e avec 46 points. Tina Hausman est 7e avec 36 points. Nina Gaidman 8e avec 33 points, dont 2 podiums à Montréal. Emma Felbermeyer est 9e avec 21 points et Leah Block 10e avec 15 points et Nicolas Verda est au 16e rang avec 1 point. La prochaine épreuve, ce sera au mois d'août. Lors du Grand Prix de Pays-Bas à Zandvoort, qui aura lieu donc les 30 et 31 août prochains. C'est ce qui complète cet épisode du Bulletin GP, l'après-course du Grand Prix du Canada. D'ailleurs, avant toute chose, je veux remercier tout le monde qui a suivi mes aventures sur Blue Sky parce que j'ai fait... m'ont partagé toutes mes aventures sur le compte Blue Sky que vous pouvez aller voir. C'est le bulletin gp.bluesky, mais vous pouvez faire une recherche là-dessus. On est disponible sur Facebook, Instagram, que j'ai commencé à utiliser beaucoup plus souvent, et Threads aussi. Donc, @lebulletingp. On est disponible sur toutes vos plateformes de podcast préférées. Spotify, Apple Podcast, YouTube, puis on va essayer même de mettre Amazon Music aussi. Je vais l'ajouter parce que oui, on m'a dit que il manque Amazon Music, donc on va dire allô à notre cher Jeff Bezos. Et aussi, je suis en train de concocter un texte sur justement mes aventures au Grand Prix du Canada. Ça va sortir au courant de la semaine pour mettre fin à cette belle parenthèse du Grand Prix du Canada. Donc ce sera sur lebulletingp.substack.com et évidemment il y a le groupe Facebook La Monoplace que vous pouvez rejoindre en tout temps. Alors Anna Maria, merci beaucoup d'avoir été là. Oh oups. Vas-y. Ah, micro. Non, merci à toi, Abdou. Alors, c'était une belle fin de semaine. Oui, une belle fin de semaine. Et rappelle que le Grand Prix du Canada aura lieu le 24 mai 2026. Alors, mon nom est Abdou Sall. On continue toujours de rouler avec le Bulletin GP et on se retrouve pour un prochain épisode du Bulletin GP. Entre-temps, moi, je vais aller finir le texte et me reposer. Allez, salut tout le monde.